Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Nous regardons également sur notre chaîne YouTube. C'est ici qu'on vous retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine à la une de cette édition. Chose promise et chose due. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public hier vendredi la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives nationales. Au total, 28 791 candidatures enregistrées pour seulement 500 sièges à l'Assemblée nationale. On prend les précisions tout de suite avec Elvis Meti. D'après Denis Kadima, le président de la centrale électorale, la liste des 66 structures politiques ont été déclarées récevables et 51 autres déclarées irrécevables après délibération des membres de la plénière de la CENI. À la réception des dossiers, la CENI renseigne ainsi avoir reçu 28 791 candidatures. Dans le traitement, elle a déclaré 3 796 non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 663 déclarés irrécevables. Par ailleurs, 642 irrécevables. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Par ailleurs, la CENI indique que le taux de participation des femmes à ces élections est de 17%. Femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. D'après la CENI, ces listes ont été retenues suivant les nombres des seuils retenus à 288 candidats en moyenne par liste. Par ailleurs, la centrale électorale indique que 155 dossiers de candidatures indépendantes ont été déclarés récevables. Elle annonce que les différentes listes seront postées sur son site. Je le disais tantôt, 28 791, c'est le nombre de candidatures retenues pour les prochaines élections législatives en RDC. Puisqu'on parle encore de cette liste provisoire, restons-en pour préciser des candidatures pour les élections qui vont certainement arriver. Calendrier évidemment publié par la Commission électorale nationale indépendante qui concerne évidemment le parti et regroupement politique ayant atteint le seuil de récevabilité de l'article 102 de la Constitution. Suivez ici les explications du président de la centrale électorale. 66 structures politiques ont atteint le seuil de récevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de récevabilité et 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil. Liste des partis politiques et regroupements politiques ayant atteint le seuil. 1. AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges représentant 99%, donc ils ont atteint le seuil. Suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3. UDPS qui s'écrit l'Union pour la démocratie et le progrès social avec 459 comme nombre de candidats. Merci de rester avec nous et de poursuivre cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. Sachez que l'RDC héberge une faune riche et endémique, susceptible de jouer un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial. Ces phrases ont figuré dans l'allocution du président congolais lors de la clôture du sommet sur le climat au Brésil. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité, a demandé par ailleurs que la RDC joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique.
Dans son discours, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a démontré que la République démocratique du Congo rêve un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en ce qu'elle représente, tout comme le pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. Chiffre à l'appui, Félix Tshisekedi a expliqué que les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riche et endémique qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial au même titre que les forêts amazoniennes. En effet, la République démocratique du Congo est le deuxième massif forestier du monde, avec ses 155 millions d'hectares de forêts qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national. Mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% de forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Le massif forestier de la République démocratique du Congo séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont le 3/4 sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. Pour le président Félix Tshisekedi, les sommets élargis de séjour vient agrémenter et mettre en lumière le pas décisif marqué par la République fédérative du Brésil, la République d'Indonésie et la République démocratique du Congo qui, à travers l'adoption d'une approche globale et collaborative, ont abouti le 14 novembre 2022 à Bali à la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique entre les trois pays précités. Un mot de religion à présent, le cardinal Fridolin Ambongo séjourné dans la semaine à la province du Nord Kivu où il est allé participer à la célébration des 25 ans d'épiscopat du Monseigneur Melchisedek Sikouli. Le prélat catholique est passé par la ville de Goma pour faire le constat du projet de construction de la nouvelle cathédrale dédiée à la bienheureuse Maria ou Maria. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. J'ai toujours entendu parler de ce projet de construction de la nouvelle cathédrale de Goma depuis le cynisme qu'on avait reçu lors de volcan Nyiragongo qui avait détruit l'ancienne cathédrale, et le diocèse de Goma avait eu cette bonne idée de commencer le projet de construction d'une nouvelle cathédrale qui soit un peu plus centrale par rapport à la population. Et j'ai toujours entendu parler de ce projet, cette cathédrale qui serait dédiée à notre maman, notre mère, Maria Ouamani, pour la paix, qui colle très bien avec la situation dramatique que le peuple de cette contrée est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je suis venu, j'ai profité de mon passage ici pour m'enquérir, aller visiter cette réalité et voir qu'est-ce que ça représentait. Au terme de ma visite, c'est plutôt un sentiment de grande satisfaction de voir Goma se doter d'une cathédrale de cette taille. Mon souhait, c'est que ce projet qui a été commencé puisse aller jusqu'au bout. Parce que là, je constate qu'on a juste terminé les grosses œuvres. Mais après ça, c'est le travail de finition, le travail de décoration, le travail d'équipement, d'embellissement, qui généralement prend beaucoup de temps et demande beaucoup de moyens. J'exhorte vraiment le diocèse de Goma, le peuple de Dieu qui est à Goma, de ne pas se fatiguer. Il a déjà fait un bon bout de chemin. Il faut continuer, aller jusqu'au bout pour que cet édifice, cette cathédrale plantée au cœur de Goma, symbolise vraiment la présence de Dieu au milieu de ce peuple qui souffre. Et que cette cathédrale soit vraiment le symbole de la miséricorde de Dieu à travers l'amour paternel de la Vierge Marie pour un peuple meurtri et qui continue à souffrir. Mais que cette cathédrale soit là pour lui rappeler, au-delà de ta souffrance, n'oublie pas que le Seigneur est au milieu de toi.
Le cardinal Fridolin Mbongo sur la construction de la nouvelle cathédrale dénommée Maria Wa Amani. Allez, on poursuit en politique. La population du Nord Kivu continue à réclamer la levée de l'état de siège pour réduire le risque de l'insécurité. À cet effet, l'annonce de la table ronde pour la levée de cette mesure est un ouf de soulagement pour les habitants du Nord Kivu. Tel est l'essentiel justement du message du ministre de l'Industrie. Je cite ici Julien Palouk. On va l'écouter. Partout où nous sommes passés, en tout cas, la demande pressante de la population n'est pas en 2 mots, ou en 3 ou en 4, c'est la levée simple de l'état de siège. Et le chef de l'État a accédé à cela. Voilà pourquoi il a demandé qu'il soit convoqué une table ronde. Et en sus de cette table ronde, il a convoqué à Kinshasa les travaux préparatoires de celle-ci. Et je crois qu'elle doit avoir lieu cette table ronde au courant de ce mois de juillet pour que finalement cette solution qui avait été proposée soit levée. Mais je sais que quand on parle de l'état de siège, souvent ça énerve, même du côté militaire. Il y en a qui sont énervés quand on dit qu'on veut lever l'état de siège. Mais là, je vais être clair. Quand on veut lever l'état de siège, si un militaire s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Parce que le militaire n'a pas été fait pour gérer les questions administratives. Le militaire a été fait pour gérer des questions de guerre, de restaurer la paix, de veiller sur l'intégrité du territoire. L'état de siège, c'est un état exceptionnel qui a conféré aux militaires certains pouvoirs civils. Mais si on lève l'état de siège, ça veut dire qu'on veut remettre le militaire dans ses fonctions ordinaires qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc si un militaire qui s'énerve quand on dit qu'on veut lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème. Donc les militaires devaient se réjouir d'ailleurs quand on dit qu'on lèverait l'état de siège parce qu'on leur demanderait de se concentrer uniquement à la tâche qui leur est dévolue par la Constitution, celle de la restauration de l'autorité de l'État, celle de l'intégrité du territoire qui devrait être sauvegardée. On poursuit cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine par cette actualité. En bref, 200 de personnes déplacées ont manifesté dans les rues de Goma pour réclamer la fin de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces victimes des atrocités exigent aux rebelles du M23 de se retirer dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ces manifestants ont également appelé le gouvernement à faire en sorte que la rentrée scolaire soit effective dans les territoires occupés actuellement par des rebelles rwandais. Nous y reviendrons pour suivre en observation la situation de ces côtés. Politique toujours dans ce journal, les 2 présidents des chambres du Parlement se sont retrouvés pour évoquer évidemment les priorités des matières à aborder lors de la prochaine session de septembre. Modeste Bati et son homologue de la chambre basse du Parlement ont également évoqué certaines questions d'actualité. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparer la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies. Mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation. Il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Il n'y a pas que le peuple qui le dit, c'est toute l'opinion internationale. Toutes nos félicitations et en tout cas nos remerciements au président de la République pour avoir hissé très haut l'image de notre pays
aussi nos remerciements à toute l'équipe qui l'a accompagné dans cette œuvre-là. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Déclaration conjointe du président des deux chambres du Parlement sur la rentrée de la session de septembre prochain. On poursuit cette édition, toujours en politique, après la clôture de l'instruction du dossier Jean-Marc Aboun dans la Cour de cassation. Fall Mamba, cadre de l'Alliance pour le changement, pense que ces procès restent purement politiques et s'est dit confiant de la libération du président de son parti après les plaidoyers qui commencent le 14 août prochain. On va l'écouter au téléphone justement de Elvis Smith. En ce qui concerne le dossier de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, le président national de l'Alliance pour le changement, il était question de continuer avec l'instruction, chose faite, d'autant plus qu'il y avait 12 préventions qui étaient retenues à sa charge. Il fallait à ce qu'il y ait débat entre notre parti et la partie du ministère public. Nous avions débattu sur les préventions retenues à sa charge et il nous reste maintenant la plaidoirie. C'est ainsi que la Cour a renvoyé la cause au 14 afin de nous permettre de venir plaider. Allez-y comprendre que dans le fond, nous avions déjà compris que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound est un otage politique et nous comprenons que ce dossier n'a pas de sens, d'autant plus qu'il est député de surcroît et ses opinions ou avis politiques étant acteur de l'opposition ne peut jamais faire objet d'un outrage ou propagation de fausses bruits. C'est pourquoi l'article 107 de la Constitution lui protège qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou détenu pour ses dires ou ses déclarations. Allez-y comprendre que dans les cas sous examen, il n'y a que le pouvoir en place qui fait de M. Jean-Marc Kabunda Kabound un otage politique. Et nous gardons espoir, disons que ça c'est vraiment un test pour l'état des droits, pour pouvoir peser la température réelle de l'état des droits. Et le reste, c'est au peuple de juger. C'était là Fall Mamba, cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Aboun, qui est au téléphone de Elvis Métier. En économie, le gouvernement s'emploie à la mise en place de stratégies pour stabiliser le franc congolais. Le sujet a été largement débattu au cours d'une réunion purement économique. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent les taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir
C'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie, dans un extrait choisi par Ruth Dinonzé. Allez, on va parler société avec un autre drame. Voilà, un autre incendie évidemment qui s'est déclaré dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï, où plusieurs maisons ont été calcinées. Joint au téléphone, le coordonnateur de la société civile, serviteur congolais pour le développement et la citoyenneté, retrace avec des mots simples la cause et les dégâts de cet incendie. L'incendie a fait un mort et 2 personnes grièvement atteintes par le fait, qui sont internées à l'hôpital. Et il s'agit d'un étalage de vente de carburant. Et c'est dans les établissements Tonton Justin, tout près du marché central de Kananga. L'origine doit être, selon les témoignages que nous avons reçus sur place, un enfant jouait avec les allumettes tout autour de cet étalage de vente. L'enfant qui est mort était celui de la vendeuse de cet étalage. Un garçon aussi a pris des blessures, mais sa vie n'est pas tellement en danger jusque-là. Les sapeurs-pompiers, c'est un problème dans toutes les villes de la RDC, surtout dans les villes à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de camions anti-incendie. Il n'y a pas eu intervention. Ça a pris beaucoup de temps. Les boutiques voisines de l'étalage, on a évacué des biens. Les gens ont perdu leurs biens parce que les passants entraient pour sauver les meubles, mais les autres se sont transformés en pierre. Merci Ali Chutoko pour toutes ces explications. Religion encore dans ce journal, l'église Mbandia Diasilwa de la représentante légale Kinzembo Kala Kimpavita fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Munza Vela Peva Longo. Son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa a officiellement remis hier les documents d'admission. C'était au cours d'un grand culte organisé au sein de cette église située au quartier 9 dans la commune d'Ndjili. Fifi Kalumbwe. C'était une manifestation haute en couleur où les fidèles de Mbanza Diasilwa de la représentante légale Ndonankala Kinzembo Kimpavita se sont déchaînés pour démontrer leur joie face à cette bonne nouvelle. Chant, danse aux allures d'une ambiance céleste où tous étaient immaîtrisables. Le moment le plus fort de ces grands cultes d'action des grâces était l'annonce par son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, par les billets de son secrétaire général adjoint de la note d'adhésion de Mbanza Diasilwa à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo. Attestation d'affiliation et d'appartenance numéro 038 par Kriatubem chef suprême, 2023. L'église Mbanza Diasilwa, 6 avenue Kimbangu, numéro 46, au quartier 9, dans la commune de Ndjili, est représentée par son éminence Kimpavita Kala Kinzembo, fonction représentante légale, mais référant à votre lettre d'adhésion, numéro 04/07, 17 août 2023, au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Péverno.
Et comme si cela ne suffisait pas, le chef de la CRETBM est allé loin jusqu'à annoncer la nomination publiquement et officiellement de la représentante légale Nonankala Kinzembo Kimpanvita comme conseillère spéciale de la CRETBM, une mission qu'elle compte assumer avec joie et respect des normes du ngouzisme. Oyo ya tata mokele apesi na nzela ya papa na biso son éminence ambassadeur Mangelesi topesi po misala na ye pe kende biso ipamboli pesi nga pana biso na molimo pe na musuni tozawana conseil kozana molimo conseil pe kozana musuni otolonga ka confession na biso ekende biso. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a de son côté démontré le bien fondé de celle-ci. Pouvoir ou epesa milinga na protocole d'état pe na ministère de la justice, lelo ngai moko en personnel na yawa ko pesa mokanda pote na tombola lingombo ekomi membre ya confession religieuse. Ezali susu lingomba te ya simandako. Na ngonga oyo mangomba nyonso oyebi ozali autochtone, ozali traditionnel. Ozali mpe vianlong, ozali bangunza, si tozwa ki protocole d'état, tozwa ki confession religieuse, o ezali ko kamba mananga chef suprême. Yango nazo beta ngonga, mikoleko ya kalate na kokanga. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux symboliques par la représentante légale de Mbanza Diasilwa à l'ambassadeur Mangele Silubasa pour la confession religieuse, un geste louable et appréciable par tous. On termine très naturellement par un mot de sport. L'avenir, le format du championnat national était au centre des échanges le mercredi dernier entre le ministre des Sports et Loisirs, le comité de normalisation de la FECOFA et l'ADEFCO. D'où il était évidemment question de trouver un consensus avant la reprise du championnat national. Après les échanges, les trois parties restent confiantes à l'idée de doter au championnat congolais ce qu'il y a de mieux. On prend les précisions dans un reportage de Florent Akita. Réunis dans le salon bleu du stade des Martyrs de la Pentecôte, le CONOR et la DEFCO sont venus répondre à l'invitation du ministre des Sports et Loisirs, d'où il était question d'harmoniser le format du championnat national. On échange sur les formats consensuels, les formats moins coûteux, les formats qui répondent aux attentes de toute la population. Et c'est dans ce sens que nous, clubs, nous étions invités, comme les CONOR, les comités de normalisation, mais également d'autres structures. Après une série d'expositions de chaque côté, la DEFCO a quant à elle démontré les difficultés financières auxquelles ses dirigeants font face pendant l'organisation du championnat. Au sortir des échanges, Lambert Osango, président de la DEFCO, rassure sur un format consensuel entre les deux parties avant la reprise du championnat national. Bon, il faudrait retenir que les clubs ont pris la parole en première position et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Le feuilleton sur le format et la question des zones du championnat national va se poursuivre demain entre le CONOR et la DEFCO. Fin de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. L'actualité reste en continu sur nos différentes plateformes. Merci de nous rester fidèles.